à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM 105.1. C'est Franco Raptors, l'édition des séries éliminatoires des playoffs sur Choc FM 105.1. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est Mike Laviole et Patrick Bizindavi avec vous aujourd'hui pour revenir bien sûr sur les deux premiers matchs des playoffs des Raptors. Salut à toi Patrick. Salut Mike, on est Playoff P, Playoff M. Oui, c'est ça, les Raptors 2-0, ils sont menés 2-0. On va en parler en détail, mais on ne s'attendait pas à un miracle non plus. Mais en tout cas, on va en parler. On va en parler au sommaire du jour. En fait, ça va être très simple. Si vous avez regardé la présentation de la série que l'on vous a fait la semaine dernière, on va tout simplement revenir sur les points qu'on avait donnés, qui étaient les points clés pour que les Raptors aient une chance de faire quelque chose. Ouais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ces points clés qui se vérifient. On va voir qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui peut être amélioré. Mhm. On va tout de suite commencer, Patrick, avec les clés générales qu'on avait données. On avait insisté sur plusieurs choses. On avait dit les Raptors ne doivent pas subir le tempo de l'équipe des Cavs, doivent tenter de jouer vite. On va commencer par ça, tiens. Mhm. Les Raptors doivent tenter de jouer vite. Quel est le constat après deux matchs? Ça a été différent selon le premier et le Ouais. deuxième. Je te laisse Ouais. revenir là-dessus. Oui, c'est vrai, ça a été différent les deux matchs. Le premier match, je pense qu'ils ont eu juste une seule fois en contre-attaque, mais le reste du jeu était lent par rapport au rythme qu'on est habitué à voir avec les Raptors, parce que les Raptors jouent intense en défense et puis ça fait des pertes de balles. Et puis là, ils courent en transition en contre-attaque. Mais ça, c'était l'inverse. C'était un jeu plutôt lent. Et ça a été à l'avantage de Cleveland parce que dans une attaque placée, ils sont très forts. Eux, ils jouent lentement et puis ils ont deux joueurs vraiment qui sont carrément des Hall of Famers. On parle de James Harden et puis de Donovan Mitchell. Et puis, l'autre clé qu'on avait parlé, c'était la perte des balles. Et là, c'était une catastrophe. Ça a fait que il y a des pertes de balles. Les pertes de balles ne sont pas les mêmes. Tu peux perdre une balle qui n'a pas de conséquences. Mhm. C'est-à-dire, la balle sort, OK, ils vont mettre remise en touche, vous avez le temps de faire votre défense. Mais là, ce n'était pas le cas. C'était des balles, ils perdaient des balles et puis les Caves partaient justement en attaque. Et là, ça a été vraiment une catastrophe. Et puis, les deux matchs, le premier et le deuxième, les pertes de balles, c'était euh, justement, le deuxième, c'était lié à l'ajustement qu'ils voulaient faire d'aller plus vite. Et ils allaient plus vite, mais justement, en allant plus vite, ils prenaient des décisions qui faisaient qu'ils perdaient des balles tout le temps, que ce soit Jamal Sheff, que ce soit Ingram. Il a fait un record de 5 balles perdues le deuxième match. Et donc, peut-être qu'ils n'ont pas écouté Franco Raptors. Sinon, s'ils auraient pu écouter, ils auraient pu limiter ça. Mais c'était au rebond, Yak a été dominé. La même chose pour Scotty Barnes. Donc là, ça doit être au niveau du coaching staff, ils doivent voir des films autant d'heures pour faire assez d'ajustements. Il y a quand même eu des ajustements entre le premier et le deuxième. Il y a eu des points positifs, peut-être on va en discuter, mais sur les points clés qu'on avait identifiés nous, que ce soit la défense, que ce soit les rebonds, jouer en transition, limiter les pertes de balles, il y a aucun de ces deux qui a été vraiment visible, surtout au premier match. Deuxième match, il y a quand même assez de points positifs. Ils étaient vraiment dans le match. En ce moment, ils étaient derrière 6 points. On pensait que ça allait peut-être résulter en peut-être une victoire, mais ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas ce que tu as pu observer de ton côté. Ben, c'est ça. Moi, je voulais revenir sur, pour commencer déjà, le fait de jouer rapidement. Tu l'as très bien dit. Au premier match, ils ont totalement subi le rythme de la rencontre. Il n'y a eu aucune capacité d'accélérer le jeu. Tu l'as dit, les Raptors sont l'une des meilleures équipes en contre-attaque avec 17 points par match. On l'a dit que ça allait être compliqué, qu'en playoff, le jeu se ralentit, Mhm. etc. Mais on ne pensait pas passer de 17 points en contre-attaque à 3 À points en 3 points, contre-attaque. ouais. Ouais. Ça, c'était un gros problème pour les Raptors. Et bien sûr,
aussi le jeu des possessions, essayer d'avoir plus de possessions que l'adversaire. Les Raptors ont été dominés au rebond et ont perdu énormément de ballons, ce qui n'était encore une fois pas le cas de l'équipe en saison régulière qui faisait partie des équipes de la NBA qui perdaient le moins de ballons. Donc, les pertes de balles et le fait de ne pas marquer en contre-attaque, ça a fait que le match était totalement en faveur de Cleveland, qui sur demi-terrain est une bien meilleure équipe que les Raptors, avec, tu l'as dit, James Harden et Donovan Mitchell qui ont totalement contrôlé le jeu et qui ont été exceptionnels dans le scoring. En fait, quand tu regardes le match, tu as l'impression que c'est tellement facile pour Cleveland de marquer et tellement dur pour les Raptors. Très dur. On dirait qu'il faut toutes les misères du monde, toutes les difficultés, faire circuler la balle, trouver un shooter ouvert, c'est tellement compliqué. Alors que j'ai l'impression que Donovan Mitchell, il va faire 2 dribbles, step back, 3 points et ça rentre. Et James Harden, c'est pareil, flotteur, alley-oop, etc., etc. Ouais. Au deuxième match, les Raptors ont eu le mérite de réussir à accélérer le jeu. D'ailleurs, après, on va parler de Scottie Barnes. On a eu un bien meilleur Scottie Barnes qui a mis son record en carrière en playoff de 26 points. Mais le problème, c'est qu'ils ont également fait leur record de la saison de nombre de pertes de balles. 22 pertes de balles. Tu l'as dit, c'est lié au fait de vouloir jouer plus vite. Mais les Raptors ont été capables de jouer vite et de ne pas perdre de ballon en saison régulière. Donc, ils doivent être capables de le faire aussi en playoff. Il faut vraiment porter plus d'attention là-dessus. Les coupables, ils sont désignés. Scottie Barnes, Jamal Shead, RJ Barrett. On va parler de RJ Barrett parce que tu avais identifié le fait qu'il perd les balles au mauvais moment. Ça a encore été le cas, malheureusement, même si RJ Barrett a été très bon dans le match 2. Et surtout, Brandon Ingram, on va revenir sur Brandon Ingram, mais se dribbler sur le pied, sortir des limites de terrain parce qu'on n'est pas physique, dribbler contre Mobley, il touche la balle, il la retouche, perte de balle, c'est des pertes de balles qui sont vraiment évitables. Tu l'as dit, à la limite, les pertes de balles de Ingram, c'est des ballons qui vont en sortie, c'est moins grave en soi, mais les pertes de balles qui créent, Darko Rajakovic l'a dit après le match, 22 pertes de balles qui créent, je crois, 23 points pour les Cavs, c'est pas possible. Les Raptors, ils doivent gagner ce duel-là. S'il y a bien un domaine du jeu où les Raptors doivent être devant les Cavs, c'est les pertes de balles provoquées et les points venant des pertes de balles. Puisqu'on sait que sur demi-terrain, de toute façon, les Cavs auront l'avantage. Dans la raquette, il semblerait que les Cavs aient l'avantage. Avec Evan Mobley, on va en parler juste après. Mais les Raptors doivent avoir l'avantage des points en transition et des interceptions, etc. Et surtout, perdre le moins de ballons possible. Donc voilà, pour l'instant, ça, c'est encore... En fait, il y avait 3 choses et on n'en a eu qu'une seule sur 3 à chaque fois. Jouer vite, faire commettre des... pas perdre de balles. Et l'autre chose dont on n'a pas parlé, c'est l'adresse à 3 points. L'adresse à 3 points a été là dans le premier match. Mais pas dans le deuxième. Et pas dans le deuxième. Et l'adresse à 3 points a été là dans le premier match par des joueurs qu'on n'attendait pas. On n'attendait pas du tout. Scottie Barnes, il a mis des tirs. Et puis, non, c'est vraiment c'est tout un apprentissage pour ces jeunes-là. Peut-être on va en parler. Mais pour revenir justement, le talent n'est pas le même. James Harden, Donovan Mitchell, c'est des joueurs, tu leur donnes de la balle, ils vont créer. Ils vont créer, ils vont faire commettre des fautes, ils vont attaquer, ils vont mettre des tirs. Ce qui n'est pas le cas pour les Raptors, on va en revenir. Il y a moins de création. La seule personne qui peut créer, c'est Brandon Ingram. Mais Brandon Ingram, c'est vraiment la catastrophe les 2 matchs. Donc les autres, c'est des joueurs qui dépendent du système. Donc il y a des pénétrations, et puis tu sors la balle, catch and shoot. Mais la création, à part peut-être, je dirais, RJ Barrett dans la raquette, mais le reste, il dépend du système pour créer. C'est pas comme James Harden où il peut dribbler une fois, 2 fois et puis il va battre son défenseur direct et puis faire un lob. Donc il y a vraiment une différence de talent, mais aussi d'expérience et tout. Mais j'ai pas eu l'impression que les Cleveland Cavaliers ont dominé à, à cause de leur puissance défensive et tout. Les Raptors ont perdu parce qu'ils n'ont pas pu exécuter. C'est pas que Cleveland a beaucoup, ils sont beaucoup plus forts que. Oui, ils sont forts, mais
c'est des choses que je pense qu'ils sont capables de corriger. Et s'ils font ces corrections-là et que Brandon Ingram fait un match normal, je pense qu'ils peuvent prendre un match ou deux. Euh, je pense. Et puis le fait qu'il soit à la maison, peut-être ça va jouer. Mais c'était les erreurs, c'était catastrophe. C'était fatal, quoi. Ben, c'était pas dans cet ordre-là, mais parlons de Brandon Ingram parce que Ouais. tu me fais une belle passe décisive. On l'avait dit, l'une des clés majeures, c'était les Raptors ont besoin d'un grand Brandon Ingram s'ils veulent exister dans cette série. Et pour l'instant, force est de constater que ce n'est pas le cas, à part la première mi-temps du match 1, où il a été excellent. Il Ouais. a pris que 8 tirs, mais il était à 15 points Ouais. ou 16 points Ouais. en 8 tirs. Et derrière, un seul tir en deuxième mi-temps. Derrière, cette déclaration où il dit Darko Rajakovic m'a utilisé en poseur d'écran. Mais ça encore, je ne comprends pas vraiment où est le problème en soi, parce qu'il utilise en poseur d'écran, mais ensuite pour sortir et pour avoir la balle loin du ballon. Pour moi, c'est pas un problème, ça avait marché en première mi-temps. Mais ce qu'ont bien noté nos amis de Raptors République, c'est que en fait, les Cavs utilisent une action qui s'appelle le top lock, c'est qu'il l'empêche de sortir, son défenseur défend derrière lui pour l'empêcher de ressortir. Et il a eu beaucoup de mal physiquement à s'extirper de la défense de Dean Wade et de Sam Merrill. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Du tout. Ouais. Et deuxième match, il a eu plus de ballons, il a pris 15 tirs, 3 sur 15. Mais quand tu regardes la vidéo, c'est des tirs qu'il met d'habitude. Ah oui, oui, oui. Même des layups. Même des layups. Il est seul et puis tout près de l'anneau, il rate ça. Euh, oui, c'est ça. Donc, la première partie, donc il a dit qu'en deuxième partie du premier match, c'est là où Darko a changé un peu le système il a des screeners, pour poseur d'écran, et ça a fait qu'il a eu moins de trucs. Et puis la première partie, il a même fait jouer tout le monde. Chaque fois qu'il y avait une prise à deux, il sortait la balle, Jamal Shead a mis des tirs, ça marchait. Mais en deuxième mi-temps, ça a complètement disparu son jeu. Et puis ils ont aussi, j'ai vu ils le laissent dribbler et ils savent qu'il va tourner. Et lorsqu'il va tourner et là, il y a un défenseur qui vient du côté qui ne voit pas, que ce soit Dennis Schroeder ou autre. Et donc, quand il tourne, et c'est là où c'est la prise à deux, et physiquement, il le domine. Il domine vraiment physiquement. Alors, il faudra soit que Darko puisse trouver une meilleure façon de lui donner la balle, et puis qu'il puisse. Il avait trouvé un deuxième match, mais c'est lui qui n'a pas marqué. Mais c'est ça, parce que Ouais. dans le deuxième match, parce que, et là pour une fois je vais le citer, c'est Pansare Basketball qui a publié la vidéo et à juste titre en critiquant les gens qui ont dit qu'il a été doublé en permanence. Dans le deuxième match, il n'a pas été doublé. Pas Si du tu tout. vous regardez tous les tirs qu'il a pris, tous les tirs qu'il a ratés, il y a peut-être 2 prises à 2, mais il y a beaucoup d'aide défensive, comme tu l'as dit. Quand il passe son joueur, il y a souvent Jarrett Allen qui vient en aide parce que l'inefficacité de Polton fait que eh ben, ils peuvent se permettre. Mais même les tirs par-dessus Allen, c'est des tirs que d'habitude il met. Mhm. Donc c'est pour ça que moi, s'il y a une chose sur laquelle je suis quand même optimiste, c'est le fait que je pense qu'on va avoir un autre Brandon Ingram à Toronto. Ça, c'est sûr. Parce que malgré tout, en fait, les tirs qu'il prend dans le deuxième match, c'est ce qu'il fait habituellement. Ouais, En fait. il aimait. D'habitude, il aimait. Et puis, je pense que là, il sera peut-être tranquille, il sera chez lui. Je ne pense pas qu'il va avoir deux matchs similaires. Et puis, c'est le troisième match, il est incontournable parce que s'ils sont battus 3-0, là, oubliez. Là. Donc, ce sera fini. Le match de demain, jeudi, c'est un match absolument qu'il faut gagner. Et je pense qu'ils peuvent le prendre carrément parce que c'est juste des ajustements, c'est juste des trucs qu'il faut faire et peut-être voir comment bien positionner Brandon Ingram et puis voir est-ce qu'ils ont besoin de Yank. Ok, on enchaîne alors. Ils ont un Jakob Polter, on avait dit que c'était le facteur X et que les Raptors allaient avoir besoin d'un Jakob Polter dominant ou en tout cas qui ne se fasse pas marcher dessus. Et pour l'instant, malheureusement, encore une fois, cette clé-là n'est pas remplie puisque c'est même pas dire que Jakob Polter n'est pas au niveau. C'est on en vient à se demander et je te pose la question est-ce que Jakob Polter est jouable dans cette série
au vu de ce qu'il a produit sur les 2 premiers matchs, ça a été catastrophique. Ouais. Il est dominé au rebond, il n'arrive pas à attaquer le cercle, il perd la balle, ses coéquipiers n'arrivent pas à le trouver sur pick and roll et les Cavs n'hésitent pas à flotter autour de lui et de le laisser parce qu'il ferme la raquette et il n'y a aucune possibilité de le trouver. Qu'est-ce que les Raptors doivent faire? Est-ce qu'ils doivent s'ajuster pour mieux le trouver ou est-ce qu'ils doivent partir sur CMB titulaire et Mamou remplaçant de CMB et ne pas faire jouer du tout Jacob? Est-ce que c'est même possible d'imaginer ça? Je pense qu'il va jouer, mais il faudra voir vraiment les match-ups. Parce que peut-être qu'il va jouer lorsque ce sera juste Allen qui est là, pas de Mobley. Et puis, les difficultés de Jakob Poeltl sont à 2 niveaux. Il est chaque fois visé en pick and roll. Et puis, chaque fois qu'il est visé et qu'il parvient à passer la première phase des défenseurs, il n'y a pas. Il n'y a rien qui peut protéger la raquette. Là, il part. Deuxièmement, ils sont dominés par les centres de soit Mobley. Il y a eu même Brandon Ingram qui a défendu un peu sur Mobley, mais qui n'a pas marché. Et puis le fait que les défenseurs qui défendent les arrières, s'ils sont battus, James Harden, il lance la balle en haut. Jakob Poeltl ne parvient pas à la prendre. Il est dominé par, non seulement physiquement, mais chaque fois que James Harden lance la balle, il n'y a rien pour protéger. Et donc, c'est vraiment difficile. Je pense que CMB a fait un travail mieux parce que lui, pick and roll, il peut faire le switch sans problème. Et puis, les rebonds, il les prend. Et puis, j'écoutais justement les gens de TSN qui disaient pourquoi switcher? Pourquoi il faut carrément essayer de battre sur le défenseur pour ne pas switcher. Et là, s'il ne switch pas, là, peut-être Yak pourra avoir une place. Parce que quand ils font le switch, il est tout le temps visé et chaque fois, il est battu à chaque fois. Et donc, ce sera peut-être à le coach de voir les match-ups qu'il faut et puis le système défensif qu'il va voir. S'il continue à faire le switch, je pense qu'il va jouer 9 minutes comme il a fait le deuxième match. Parce qu'en deuxième partie, finalement, même en première partie, quand il est sorti, il n'est pas revenu. Darko a joué 9 minutes et c'était fini. Donc, c'était une rotation de CFB, de Mamou et parfois de Barnes. Et il était sur le banc carrément parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, un, pour le pick and roll, deux, les centres le battaient à chaque fois lorsqu'il y avait une passe de Harden. Donc, je ne sais pas en tout cas, ça va faire des ajustements défensifs. Et puis, en attaque, pouvoir les attaquer aussi. Il n'a pas été au lancer, il n'a pas fait commettre des fautes, il n'y a pas eu de rebond offensif. C'était vraiment carrément inexistant les 2 premiers matchs. Donc, on espère un autre Yak, on espère un autre Brandon Ingram. Ben, on en vient à se demander si vraiment son dos, ça va. Je ne veux pas remettre là encore les excuses sur la blessure, mais il a dit que ça allait, mais est-ce qu'il n'est pas obligé de dire que ça allait? Parce que c'est quand même pas habituel de le voir à ce niveau-là. Ouais. Ça lui arrive certains matchs d'être assez mou, on l'a déjà souligné, mais là, 2 matchs de suite, il n'y a pas de réaction. Et honnêtement, là, on ne peut pas le défendre, en fait. Ouais. C'est... Même si les réseaux sociaux, les gens disaient Moi, pas, j'ai été le premier à le défendre, mais ouais, là, je peux pas le défendre, tu en ne peux fait. pas. Tu ne peux Mais pas on parce que sait de quoi il est capable, mais ouais. là, on peut pas le défendre, en fait. Il est pas jouable. Et malheureusement, on a vu que... Parce que, en fait, même Jarrett Allen ne fait pas une grande série jusqu'à présent. Non. Il le domine au début, il marque ses points au début, face à Yak, et au final, après, même en deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, au premier comme au deuxième match, au premier c'était Yak, au deuxième c'était CMB, ce n'était plus l'attaque qui tournait autour du pick and roll Harden, ou si ça tournait autour du pick and roll Harden Allen, mais il n'utilisait plus Allen, il allait au cercle, Ouais. parce qu'aussi on était obligé de rester sur Allen. Mais au final, Allen ne domine pas au rebond, il prend pas énormément de rebonds offensifs, il score pas plus que ça. Bien sûr, il pose des écrans, il défend bien, mais c'est pas une domination ultra de Jarrett Allen parce que ce qu'il faut Il noter, n'est c'est même pas que physique, Jarrett Allen. en fait, là, les Cavs sur le match 2 ont dominé juste avec leur big three parce que les joueurs de complément n'ont pas été très bons en attaque. Max Strus a fait un match 1 sensationnel. Ouais. Au 2, il n'a rien fait, mais on a eu plus de 80 points de la part de Harden, Mitchell et Mobley, qui par contre fait une excellente série. Et c'est bien, on peut faire une transition. Le duel Mobley, Scottie Barnes,
Là encore, les clés Ouais. ne sont pas dans le bon sens, Surtout au premier match. surtout au premier Ouais. match. Mais on a un excellent Mobley qui, bien sûr, euh, n'a pas la création à son actif. Lui, ce qu'il a à faire, c'est terminer ses actions, mais il le fait à merveille. Il le fait très bien, puis il est précis au tir, donc il peut un peu pour le spacing, donc il peut se mettre sur le coin, puis il y a des pénétrations, il donne la balle, il peut tirer à 3 points, ce qui fait que Yak ne peut pas défendre contre lui. Il faut que ce soit CMB, soit Scotty Barnes ou Mamou, mais il prend le lob. Et puis, il est bon en défense aussi. Il a pu contrer au premier match, il a eu quelques contres. Donc, lui, avec James Harden et puis Donovan Mitchell, c'est vraiment les trois piliers de l'attaque de Cleveland. Ils ont parfaitement dominé, surtout le premier match. Deuxième match, là, il y a un match excellent de Scotty Barnes, que tu l'as dit, il a battu son record personnel en playoff. Mais là aussi, ça a pris tellement d'efforts. Et puis, il y avait aussi des problèmes de spacing. Je ne sais pas si c'est un problème de spacing parce que RJ Barrett a tellement perdu de ballons dans la raquette en essayant de faire des passes dans in the pocket, comme ils le disent. Mais c'est vraiment. Là, en ce moment, je me suis dit, est-ce qu'il faut faire revenir Jamison Bader ou bien au premier match, on a eu AJ Lawson pour un peu faire cet espace-là parce que c'est tellement de gens dans la raquette que chaque fois ils entrent, soit ils sont bloqués, soit ils perdent les balles, soit il y a des prises à deux. Il y a un problème de spacing à mon niveau et puis c'était vraiment difficile de défendre contre ces trois-là de Cleveland. Évidemment, comme je l'ai dit au début, on ne pensait pas que les Raptors allaient éliminer les Cleveland. On sait que les Cleveland, c'est une meilleure équipe que les Raptors, mais les Raptors se font battre par eux-mêmes. Ce n'est pas vraiment les Cleveland qui battent les Raptors, c'est les Raptors qui perdent des balles, qui ne sont pas au rebond, qui perdent, qui ne sont pas précis au tir. Donc, en essayant de faire des ajustements, je pense qu'il y a moyen de prendre un match, surtout le match de ce jeudi qui est incontournable. Ouais, pour revenir au duel entre Scotty Barnes et Mobley, c'est vrai que Scotty a quand même, on a l'impression qu'il a trouvé un peu la parade à la défense de Mobley sur le deuxième match. Il a réussi à aller au cercle, il a réussi à être physique avec lui. J'ai l'impression qu'il a pris exemple sur CMB, parce qu'on va en parler après, mais CMB a cette capacité d'utiliser son corps et ses épaules pour se créer de l'espace. Là où Scotty, je trouve des fois, il manque de technique pour utiliser son corps. Mais là, c'est bien. Il a été à droit à 3 points. Même dans le match 2, il en a Ouais, mis, même s'il en a mis ouais. moins. Ça permet quand même de faire sortir la défense. Mais au match 1, il s'est fait dominer par Mobley qui allait dunker sur lui. Ça a été vraiment très compliqué. Ok, il a remis les pendules à l'heure sur le match 2. Maintenant, ça sera clairement une clé dans le match 3 de voir réussir à quand même ralentir Mobley qui arrive parfaitement à utiliser sa longueur en fait pour Ouais. terminer. Il n'y a personne qui arrive à l'empêcher d'aller finir au cercle parce que Jakob Poeltl est inefficace et il n'y a pas d'autres 7-footers chez les Raptors, Non. malheureusement. Et Scotty Barnes, il est trop court pour aller challenger Mobley au cercle. Et en plus, Mobley met ses tirs à 3 points. Il faut le tirer un coup de chapeau parce que pour l'instant, il est le troisième meilleur joueur de cette série. Mhm. Et les trois meilleurs joueurs de la série sont du côté de Cleveland. Il faut l'admettre. Ouais. Donc, aux Raptors d'essayer de rectifier le tir au troisième match. On va terminer avec malheureusement l'absence de Quickly qui est vraiment préjudiciable parce que on le voit, l'écart offensif entre ces deux équipes, c'est du talent. Ouais. Du talent pur, des joueurs capables de se créer leur tir. Et malgré tout, Quickly, ses pénétrations, même s'il ne va pas toujours au cercle, avec ses flotteurs, elles manquent. Et son spacing, tu l'as dit, son tir à 3 points, il manque cruellement parce que Jamashed a été exceptionnel au premier match, mais on savait très bien qu'il n'allait pas. Déjà d'une, qu'il n'allait pas être aussi adroit au deuxième. Mhm. Et de deux, Jamashed n'est pas assez respecté pour que ça crée du spacing. Spacing, voilà. C'est pour ça qu'il a mis ses tirs à 3 points dans le premier match. Parce que Parce qu'il ne l'attaque pas. Ouais. Il ferme la raquette. Et par contre, pour revenir sur ce que tu disais, c'est très intéressant. Cleveland arrive parfaitement à compenser ses faiblesses défensives, notamment de Harden et de Donovan Mitchell, qui ne sont pas les meilleurs défenseurs du monde. Mais on en parlait avant de prendre l'antenne.
on est très surpris par les capacités défensives de Dean Wade Oui, et de Sam Merrill qui ont très très bien défendu sur Brandon Ingram. Le seul qui se rate un peu, c'est Tyson. Il est un peu en difficulté parce ouais. qu'on lui a demandé aussi de défendre sur Scotty Barnes par séquence, mais bien surpris de la défense des Cavs. Et revenons à Quickly, comment tu analyses son absence. Ouais. On espère qu'il va revenir parce que On là, espère c'est qu'il va revenir, préjudiciable. ouais, ouais, parce que l'absence de Quickly donne moins d'options à Darko. Parce que les deux options qu'il a, c'est vraiment Jamal Shead et puis Scottie Barnes comme meneur. C'est les deux options qui. Donc, ça fait que Jamal Shead, il sort une minute, deux pour se reposer, et puis il revient. Et puis, Jamal Shead, en attaque, il est limité. Il est limité. La force de Jamal Shead, c'est d'entrer dans la raquette et puis de faire une passe dans les coins, que ce soit pour euh, un joueur ouvert, que ce soit Jacoby ou quelqu'un d'autre. Mais le spacing, comme tu le dis, c'est pas sa force. Et c'est pour cela qu'ils l'ont laissé tirer. Heureusement, il a mis quelques tirs à 3 points, mais c'est pas vraiment sa force. Quickly, tu es sûr que non seulement il va faire tirer la défense, mais il va mettre les tirs à 3 points. Et puis, des fois, dans les moments clutch, Quickly a livré. A livré. Donc, l'absence de Quickly chez les Raptors donne peu d'options au coaching staff pour ce poste de meneur. Et puis, ça fait que ils peuvent fermer la peinture et ça crée justement ce manque d'espace qui fait non seulement la perte de balle et qui fait que les joueurs qui ne sont pas naturellement bons défenseurs, ils sont dans un système où ils peuvent bien défendre. Parce qu'il faut juste fermer la raquette et là, Brandon Ingram n'a plus l'espace pour opérer. La même chose pour les pénétrations. Donc, ça fait l'affaire de Cleveland parce qu'ils peuvent laisser Jamal Shead sur donc l'extérieur parce que c'est pas une menace. Et je pense que si jamais les Raptors ont une chance d'avoir Quickly ce jeudi, là, ça va faire une grosse différence parce que Quickly, tu ne le défends pas contre lui, il va mettre le tir et ça va faire sortir donc la défense. Et là, Brandon Ingram, Barnes, ils pourront opérer. Et puis aussi, on va en parler, AJ Barrett, il pourra bien marquer dans la raquette. Il marque dans la raquette, mais ça prend énormément d'efforts. Ça prend énormément d'efforts. Des fois, il y a des fautes. Et il faut aussi le dire, l'arbitrage est différent dans les playoffs. C'est pas vraiment, il laisse les choses. J'ai vu quand Alden a poussé Barnes, on s'attendait à ce que ce soit une faute offensive, mais non, les arbitres ont dit continuez. Donc, la présence de Quickly va faire une grosse différence dans l'attaque des Raptors. Défensivement, on ne sait pas, mais en attaque, s'ils parviennent à bien gérer la balle, et puis ils perdent moins de balles, Quickly. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire. Il perd moins de balles, ce qui fait qu'il y aura moins de pertes de balles, donc moins de points marqués à cause de ces pertes de balles. Donc, ça va faire une grande différence, la présence de Quickly. On va prendre une pause et après la pause, on va parler de RJ Barrett justement et du banc. Il y a pas mal de joueurs à souligner sur le banc et ensuite on se projettera sur qu'attendre de ce match 3. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite sur les antennes de Choc FM 105.1. Nous sommes de retour. Vous êtes sur Choc FM 105.1 pour Franco Raptors. 100% français, franchement Raptors avec Mike Laviole et Patrick Bizindavi. On continue de revenir sur les éléments clés de cette série face aux Cavaliers, ces éléments clés qui n'ont pas forcément bien marché. Il y en a un qui a quand même marché offensivement, c'est RJ Barrett, Patrick, qui est pour l'instant le meilleur attaquant des Raptors dans cette série. Alors tu l'as dit, ça prend beaucoup d'énergie. Il est pas mal au rebond offensif aussi. Ça prend du rebond offensif, de la finition, du jeu coude à coude, épaule contre épaule. On avait dit aussi l'une des clés, c'est la défense de RJ Barrett. C'est compliqué malgré tout sur les extérieurs. Mhm. Quelle est un petit peu ta vision globale des performances de RJ Barrett pour l'instant? Je pense que s'il y a des points positifs à tirer de ces deux matchs, RJ Barrett, c'est un des points positifs parce qu'il a tourné à plus de 20 points les deux matchs. Et puis, ça a été RJ Barrett qu'on connaît qui continue à attaquer la raquette, euh, qui marque avec
Il a quand même une main droite, main gauche dans la raquette qui fait que les flotteurs, ça entre. Et puis qui fait commettre des fautes à la défense. Mais ça prend énormément d'énergie. Ça prend énormément d'énergie et ça prend aussi que, en essayant de forcer, il perd les balles. Il perd les balles au mauvais moment, mais c'est la constance. Et puis, je pense que s'il y a des bénéficiaires de la présence de Emmanuel Quickly, ce sera RJ Barrett. Parce que RJ Barrett a l'attaque de RJ Barrett, c'est un peu l'attaque dans la peinture et du catch and shoot. Mais on voit moins de catch and shoot parce que chaque fois qu'ils pénètrent, ils sont fermés, ils perdent des balles, donc il n'a pas eu l'occasion de faire ces shoots-là. Mais avec la présence de Emmanuel Quickly, qui va faire sortir donc la raquette, s'il y a des pénétrations, il y aura RJ de l'autre côté pour faire du catch and shoot. Mais il a marqué 20 points, mais c'était 20 points dur parce qu'il devait batailler la défense et puis les deux centres, ils sont de grande taille, mais la raquette se fermait et ça fait que ça fait beaucoup d'efforts. Et j'ai aussi aimé quand il y a eu une faute sur, je pense, Barnes et qui était par terre. C'est RJ Barrett qui allait secourir son coéquipier et puis dire non. Et donc, il était vraiment dans le match, mentalement, physiquement. Et même quand Barnes a fait end one, il a crié, il a dit let's go. Je ne veux pas dire le mot exactement qu'il a dit, let's F go, parce qu'il voulait vraiment gagner ce match. Et je pense que s'il y a une constance à remarquer chez les Raptors, c'est RJ Barrett, que ce soit le premier et le deuxième match. Totalement. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur l'aspect offensif. Défensivement, malheureusement, par contre, en fait, c'est par contre l'un des problèmes qu'on avait identifié, c'est que quand tu as en face sur la ligne arrière Donovan Mitchell et James Harden, et bah, tu sais que tu vas devoir faire défendre RJ Barrett sur l'un des deux. Parfois, ils ont essayé de mettre RJ Barrett sur Mobley. Il s'est mis devant, il a front, comme on dit, et il s'est pris le lob par-dessus et ça a terminé en dunk. En fait, c'est vraiment l'une des problématiques pour les Raptors sur qui mettre RJ Barrett. Ça reste une question à laquelle on n'a pas de réponse et ça reste aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que les Raptors ne passeront pas dans cette série parce qu'en fait, ils ont énormément besoin de Barrett, mais défensivement, RJ, ça reste compliqué. Contre Harden, il se fait prendre dans les écrans quand il y a le pick and roll et c'est aussi pour ça que Jakob Poeltl est mis en difficulté. C'est parce que si tu regardes le pick and roll, RJ n'arrive pas à passer l'écran et Harden se retrouve en 2 contre 1 en fait à chaque fois. Et c'est soit un lob, soit une petite passe au sol pour un dunk, soit il termine avec le flotteur, soit il shoot à mi-distance. Harden, c'est un joueur exceptionnel. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire sur pick and roll. On connaît combien de centres qui, grâce à James Harden, ont eu une carrière parce que Oui. il leur a fait des lobs, il tournait à oui. 12, 13, 14, 15 points par match, juste par la présence de James Harden. Donc c'est très compliqué. Mais je trouve que les Raptors, sur le deuxième match, ils sont quand même un peu mieux adaptés. Ils ont rendu les choses difficiles. Malheureusement, Harden et Mitchell ont mis des tirs, mais impressionnants. C'est le talent. C'est le talent. C'est le talent. Vraiment, Donovan, il y a un tir qu'il a pris à la dernière seconde. Je dis, mais comment est-ce qu'il a mis ce tir? Le talent, c'est vraiment la différence de ce match. Aussi, le talent est là, mais en regardant les autres matchs des playoffs, par exemple, Orlando, c'est une autre. Je t'ai écrit 2 fois en te disant Orlando me surprend. Ils nous ont surpris. Et ils nous ont parce qu'ils jouent très physique. Donc, quand le talent n'est pas là, le physique peut combler. Donc, faire un match dur physiquement, je pense que ça va être ça. C'est ça. Ça va être ça de combler le talent, le manque de talent, un jeu très physique où il faut vraiment les attaquer, leur faire commettre des fautes, attaquer Mobley, attaquer Allen, pour qu'ils puissent au moins être dans le bonus et puis ne pas leur donner l'occasion de faire ce qu'ils veulent. Ils entrent dans la raquette, ils ont un problème. Mais justement, en regardant, je chattais avec notre ami Omer. En regardant le match de Magic, je dis j'espère que les Raptors sont en train de regarder le match d'Orlando. Parce que s'il n'y a pas le talent, au moins le physique, le vouloir est là. Et c'est ça que ça prend dans les matchs de playoff.
c'est une combinaison de tout, mais aussi, il faut se dire que 2-0, c'est possible de remonter ça. C'est possible, on l'a vu plusieurs fois, des équipes qui reviennent de 2-0, qui parviennent à monter, mais le match le plus dur, c'est le troisième match, parce que s'ils perdent le troisième, là, ça va être difficile. Mmh. Il y a des gens qui disent que une série de playoffs commence lorsque une équipe gagne À à l'extérieur. l'extérieur, ouais, c'est tout à fait Et vrai. c'est tout à fait vrai. Donc, s'ils parviennent au moins à préserver leur home court et puis pouvoir essayer de gagner à l'extérieur au moins une fois, ça pourrait faire l'affaire. Mais s'ils perdent le match de jeudi, là, ça va être très compliqué. C'est ça, on termine avec le banc, Patrick, parce qu'il y a énormément de choses à dire et comment ne pas parler de CMB, en fait, tout simplement parce que s'il y a bien une personne qui tient son rang et peut-être fait même plus que tenir son rang, c'est CMB. On s'est posé la question, est-ce qu'il doit être titulaire? Est-ce qu'il doit avoir déjà plus de minutes de jeu? Parce qu'il a fait 25 sur les 2 matchs, mais on a même l'impression qu'il devrait être là plus souvent. Il a réussi à mais on le disait, la physicalité des playoffs, c'est pas un problème pour lui. Il Mhm. a pas vraiment de problème de faute. Vraiment, il défend très, très bien. Il est là au rebond. Son manque de taille n'est pas forcément Ouais. évident. Et moi, ce qui m'étonne le plus, parce qu'en défense, ça, on pouvait s'y attendre, mais c'est en attaque. Ah oui, Sur les 2 matchs, il est à plus de 15 points ou plus. ouais. Et il a cette capacité à finir au cercle qu'on découvre vraiment pendant ces playoffs avec, comme je disais, il utilise ses épaules, il rentre dans les centres adverses et Allen n'arrive pas forcément à défendre sur lui. Oui, et puis on parlait du manque d'expérience. Il n'y a pas de manque d'expérience avec CMB parce qu'il n'a que 20 ans, c'est sa première saison. Mais je pense que les deux facteurs qui aident, oui, je pense qu'il va jouer plus de temps parce que Yak, avec le problème de Yak, je pense que s'il ne commet pas beaucoup de fautes, je pense qu'il va rester sur le terrain pendant longtemps. Mais les deux facteurs que j'observe chez CMB, d'abord, le physique. Il a un jeu physique, il a un physique imposant, donc il ne va pas se faire bousculer par n'importe qui. Il a défendu contre Jokic, il a défendu contre Wembanyama, il a défendu contre tout ce monde-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est son intelligence à être à la bonne place au bon moment. Mhm. Il est, il est partout, il défend contre n'importe qui, et puis le nombre de rebonds offensifs, s'il rate, il est là. Il prend le rebond et puis il se place bien. Ah, vraiment, s'il y a un autre positif à part RJ, c'est CMB. Et là, on parle du banc, mais je pense que s'il y a des choses des choses à changer, je pense qu'il va être vraiment dans le 5 de départ, dans le match 3, parce que son impact dans le jeu défensif et offensif, c'est énorme. Il n'a pas besoin Il a pris un tir à 3 points, bon, c'est pas sa force, mais dans la raquette, dans la pénétration, dans finir au cercle, c'est extraordinaire ce qu'il a pu faire. Donc, je pense qu'il y a vraiment un point positif au banc. C'est d'abord CMB. Jacoby, oui, parce qu'il a quand même pu défendre et puis il a mis quelques tirs. Euh, euh, Sandro, il a mis des tirs, il a attaqué le sec, mais quand il a fait quelques fautes qu'il ne fallait pas, quelques pertes de balles, mais je pense que lui aussi, il est dans le positif. Donc, les trois joueurs du banc, je pense que ça, c'est vraiment du positif. Alors, l'autre impact que va avoir Emmanuel Quickly, s'il joue, là, on aura quatre joueurs du banc. Mhm. Parce que Jamal Shed va retrouver le banc. Donc, là, il y aura plus d'options sur le banc. Jamashid joue mieux quand il joue avec les joueurs de la deuxième unité. Donc, il y aura peut-être beaucoup à jouer. Espérons que Emmanuel Quickly va venir parce que s'il y a quatre remplaçants, si jamais il commence avec Yak et puis avoir CMB sur le banc, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de positifs. Mais tu as bien fait le tour. Je voulais te demander, est-ce que tu penses qu'un ajustement, ben on va passer aux clés pour le match à venir. Qu'est-ce qu'il faut aux Raptors pour gagner ce match 3? Est-ce que tu penses qu'un ajustement de line-up de 5 de départ est nécessaire en dehors de CMB titulaire à la place de Yak? Est-ce que Jacoby Walter, par exemple, doit être titulaire à la place de Jamal Shed pour apporter cette menace à 3 points? Le niveau défensif qui ne bougera pas, qui sera même peut-être un petit peu supérieur parce qu'il est un peu plus grand. On a vu Chet qui peut être en difficulté face à la taille
de James Harden. Est-ce que Darko peut changer 2 joueurs de son 5 de départ? Et au-delà de ça, tu peux aborder cette question, mais quelles sont pour toi les conditions nécessaires pour que les Raptors gagnent le match 3 et continuent à peut-être espérer de revenir dans cette série, même si on a été d'accord tous les deux que ça va se finir en 4-1 ou 4-2, mais on ne sait jamais s'ils veulent se donner une chance. Que doivent-ils faire dans ce match? Moi, je pense que les ajustements vont dépendre de l'absence ou la présence d'Emmanuel Quickley. Si Emmanuel Quickley est là, donc je pense que tu peux commencer Emmanuel Quickley, tu peux même commencer Yak, parce que Emmanuel Quickley et Yak en pick and roll, ça a marché tout au long de la saison, et donc faire venir Shed, CMB et les autres dans la deuxième unité. Donc la présence de Emmanuel Quickley va faire beaucoup de choses. Si jamais il est là, donc là tu commences avec le 5 habituel, en sachant que Yak et Quickley, ça peut marcher au pick and roll. Et lorsque ça va marcher au pick and roll, ça va ouvrir pour Brandon Ingram, ça va ouvrir pour Barrett aussi. Ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'ajustements à faire. Alors, si jamais Quickley n'est pas là, là, c'est la décision. Est-ce qu'on commence avec Jamal Shead sur le banc et puis Jacoby Walter dans le 5 de départ et puis faire aussi sortir Yak du banc. Donc, ça, c'est deux possibilités. Je pense que ce que je pourrais faire, si je suis à la place d'Ako, là, il a plus d'informations que moi, je pourrais faire Jamal Shead sur le banc. Je commence avec Yak, mais je lui donne 1 minute ou 2, juste pour observer ce qui se passe. Si ça continue, là, directement, c'est le premier qui va sortir. Et puis là, j'amène CMB. Et là, on va voir s'il peut avoir un meilleur match-up avec le banc de Cleveland. Mais le problème de Cleveland, c'est que il y a toujours soit James Harden, soit il ne va jamais sortir les deux. James Harden et Donovan Mitchell. 1 sur 2 sera sur le terrain. Et là, ça devient un problème aussi parce que ils vont battre le défenseur. Mais je pense que c'est ça qu'il faut voir. Ça va dépendre de la présence ou l'absence d'Emmanuel Quickley. C'est vrai. Et ouais, elle est très importante, cette présence de Quickley. Ben, moi, je pense que les clés, déjà, en fait, c'est ce qu'on a repris tout au long de cette émission. En fait, il va falloir qu'il y ait des choses qui se règlent par rapport à ce qui n'a pas été. Je pense que les Raptors peuvent perdre moins de ballons. Ça, c'est sûr. Ils peuvent continuer sur leur lancée, mais on le demande depuis le début de la saison. Être plus en réussite sur les contre-attaques, parce que malheureusement, ils mettent beaucoup de points en contre-attaque, mais ils en laissent aussi pas mal. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être réglées. Et l'autre chose qui va être réglée, Glorilla, occupe-toi de lui. Brandon Ingram va être meilleur. Doit être meilleur et va être meilleur. Je ne sais pas ce qui s'est passé mentalement après ce match 1 et cette déclaration. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait un très très bon Ingram au match 2 et ça n'a pas été le cas. Il a eu les tirs qu'il voulait. Mais il ne les a pas mis, donc c'est ça. 3 sur 15 au tir. Il a même battu pour la pire réussite au tir dans une série de playoffs pour un joueur scoreur des Raptors. Il a battu DeMar DeRozan. Il a eu un true shooting pire que le pire match de DeMar DeRozan en playoff, qui lui est un peu le symbole de cette star qui, pendant la saison régulière, est flamboyante et s'écroule totalement en série. Ce qu'on ne pensait pas d'Ingram, on avait en tête cette série contre Phoenix en se disant on va avoir playoff Ingram. Et pour l'instant, on n'a pas playoff Ingram. Dans la saison, il y a eu des matchs où Ingram n'était pas précis, il n'était pas ici, mais on parvenait à gagner le match parce que les autres pouvaient combler. Mais là, c'est au moment où on a besoin de lui le plus qu'il a été absent. Donc, c'est ça parce que quand le jeu se ralentit, on a besoin d'un scoreur. Et puis, lui, c'est le scoreur de l'équipe. Donc, là, c'est vrai, le premier match, on ne l'a pas mis dans les conditions idéales parce qu'il n'a pris que 9 tirs. Tout le match. Donc, on l'a dit, oui, on va donner la balle à Brandon Ingram, on va le mettre dans les positions où il va opérer mi-distance et tout. Et ça a été le cas, mais le problème, c'est qu'il ne les a pas mis. Donc, il faudra vraiment qu'il puisse réussir ses tirs dès le début du match, ou bien qu'il attaque le cercle. S'il ne met pas le tir, qu'il puisse attaquer le cercle, faire commettre des fautes, mais avoir un Brandon Ingram différent, là, c'est incontournable. Ouais.
c'est vraiment incontournable. Clé majeure et puis bien sûr, Scottie Barnes doit répliquer le match qu'il a fait au match 2. On ne Ouais. va pas voir le Scottie Barnes du match 1, il faut qu'il soit agressif. On espère qu'il y aura plus de coups de sifflet en faveur des Raptors aussi. Darko Rajakovic l'a souligné. Il a dit, même RJ Barrett a dit je ne veux pas avoir d'amende, mais parce qu'on lui a demandé pourquoi il n'y avait pas beaucoup de fautes de sifflet. Il a dit bah, je ne peux pas vous dire si vous voulez que je sois. Et Darko Rajakovic a quand même Pénalisé. souligné à la fin de sa conférence de presse que Brandon Ingram avait eu 0 lancer franc, mais je suis pas trop d'accord avec lui là-dessus parce que Brandon Ingram n'est pas agressif vers le cercle Non. plus que ça. Mais en même temps, c'est bouché, hein, c'est compliqué de lui demander d'attaquer le cercle. Mais moi, je trouve qu'il a eu les tirs à mi-distance qu'il met Ouais. d'habitude, donc ça, c'est pas un problème. Et bien sûr, dans les autres clés, il va falloir trouver de l'adresse à 3 points parce que si on veut écarter cette défense, va falloir mettre dedans. C'est comme ça que les Raptors étaient dans le match en première mi-temps, dans le Mhm. match 1. Pour le match 2, ça a été autre chose. Ça a été les contre-attaques, les interceptions. Et puis aussi de la maladresse, faut le dire, de la part de Cleveland en dehors des 3 stars. Les autres ont été assez Ouais. maladroits. Ouais, ouais. Dans le match 1, on s'est fait exploser par Strauss, il a mis 19 points. Il a Ouais. été Ouais, ouais, ouais. sensationnel. Euh, mais voilà, ça va passer par ça. Et puis peut-être un peu de chance aussi que James Harden, qui habituellement ne fait pas 7 matchs pleins dans une série, euh, On espère. Donovan Mitchell, il a mis des tirs de fou. Hein. Il a mis des tirs. Tu peux espérer qu'ils ne soient pas dedans. Ils sont très bien défendus. Non, c'était très fort. Je pense C'est vraiment qu'on très peut fort. espérer que Harden et Donovan Mitchell fassent un match un peu moins bien. Peut-être espérer aussi que en attaque, Mobley fasse un match sans aussi. Et puis le Parce fait d'être à domicile avec les voilà, fans, avec ouais, donc on espère, et puis il y a aussi ce fait qu'il y a un peu d'espace entre les matchs. Donc ils ont joué, le prochain match c'est ce jeudi, donc ils ont eu le temps de revenir, de s'entraîner, de récupérer. Et puis on espère que ça va donner le temps à la blessure de Quickly ça, c'est ça. ça fait quasiment 17 jours, je crois. Non, 7 et, 7 et 4, 11, plus 3 jours de repos. Ouais, Ça fera presque 2 semaines ouais, que Quickly ouais. est en train de se soigner. Donc il faut espérer vraiment que Quickly soit là. Et voilà, je crois qu'on n'a pas plus à dire sur Darko Rajakovic. Qu'est-ce que tu penses? Il a su s'adapter. Je pense qu'il a vraiment pas été inspiré lors du premier match. Ouais. En match 2, il a vraiment tenté énormément de choses en défense. Je crois même sur une possession, j'ai vu de la zone de la part des Raptors, ce qui est très très rare. Euh, mais il y a un vrai coach en face aussi. Hein. Ouais, c'est ça, et avec beaucoup plus d'expérience et tout. Au premier match, je sais pas quel joueur a dit, on a vu une défense de Cleveland qu'on n'avait jamais vue dans la saison. Donc, ça a pris justement un match pour pouvoir observer ce qui se fait et puis faire les ajustements. Je pense que Darko a fait les ajustements qu'il fallait. Un, il a donné plus de balles à Brandon Ingram. Deux, il a carrément pris la décision de ne pas faire jouer Yak. Il a Mhm. 9 minutes et c'était fini. Il a rétréci son banc. Il y a le deuxième match, je pense que AJ Lawson n'a pas joué. Donc, il a pu vraiment faire les ajustements. Mais là, tu peux faire autant d'ajustements que tu veux, mais il faut que les joueurs puissent marquer. Moi, c'est une discussion que j'ai toujours avec un tweetos qui est anti-Darko Rajakovic, mais c'est ce que j'avais envie de lui dire, c'est que les 22 pertes de balles, c'est pas C'est Darko pas Rajakovic d'accord, qui c'est les pas fait. d'accord, non. Les tirs ratés de Brandon Ingram, c'est pas Darko Rajakovic. Et la maladresse des Raptors et le manque de défense ou le manque de rebond, c'est pas Darko Ouais. Rajakovic. Bien sûr, des fois, il y a des choix, tu peux les critiquer, mais au match 1, il y a des choix qui sont très critiquables, mais je pense qu'il a fait le nécessaire pour remettre l'équipe dans les meilleures conditions. Et on peut compter sur lui pour encore continuer à travailler Mhm. là-dessus. Mais bien sûr, il y aura des ajustements d'Atkinson aussi, hein, qui est un Ouais, excellent ouais, coach ouais. et qui a des meilleurs joueurs à sa Ah ben disposition, oui, des oui. joueurs plus C'est, expérimentés. c'est, c'est les, Cleveland, c'est la première équipe qui a la plus grande masse salariale en NBA. Donc, ils ont payé les joueurs qu'il fallait. Le fait d'avoir Harden, et puis ils ont de max, et puis ils ont la plus grande masse salariale dans la NBA. Donc, lui aussi, il doit gagner. Il doit gagner. Il a la pression pour gagner parce que avec les joueurs qu'il a, eux, ce n'est pas une série de playoffs qu'ils visent. Ils visent le Mhm. titre carrément. Ils visent d'aller en finale. Et donc, il a dit dans une des conférences de presse que l'année passée, ils ont été surpris par Indiana. Ils ont appris la leçon
pour prendre le tour au sérieux. Et puis, on le voit sur le match. On a parlé des erreurs des Raptors, mais il ne faut pas aussi oublier que Cleveland a bien joué. Bien sûr. Ah oui. Ils ont bien joué. Leurs stars, ils ont livré, quoi. Donc, ils ont trouvé un bon système défensif malgré des défenseurs qui ne sont pas très bons. Ils ont trouvé un système qui marche pour eux, qui peut cacher les faiblesses défensives de certains joueurs. Et puis, les stars ont fait que les trois meilleurs joueurs, ils ont livré, ils ont marqué plus de 80 points. Donc, il ne faut pas aussi oublier que les Raptors ils sont face à une très bonne équipe. Voilà. Et on n'oublie pas que les Raptors, c'est l'année 2, voire 3 de la reconstruction, et que c'est déjà bien qu'ils soient là et qu'ils vont prendre l'expérience pour revenir plus fort l'année prochaine, et que ça permettra aussi à la direction de savoir sur quel joueur compter, sur quel joueur ne pas compter. Ça, on en parlera beaucoup plus tard, mais bien sûr qu'on va parler de quel avenir pour Jakob Poeltl, quel avenir pour RJ Barrett, etc., etc. Mais la série n'est pas finie. C'est pas fini. Les joueurs peuvent encore se rattraper. On ne va pas mettre Brandon Ingram au placard après 2 matchs. On ne sait pas encore. Ni toute l'équipe. Ni toute l'équipe de toute façon. Exactement. Ouais. Et puis voilà, la série ne démarre pas tant qu'une équipe n'a pas gagné à l'extérieur. Jusqu'à présent, Cleveland n'a pas gagné à l'extérieur. Réponse demain, jeudi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur les ondes de Choc FM 105.1. Émission à retrouver sur toutes vos plateformes de balado et en vidéo sur YouTube. Merci Patrick. Et comme on dit toujours quand on se quitte, Let's go Raptors! Let's go Raptors! Allez nous en chercher un, s'il vous plaît.